pouvez y aller. Non, c'est grave. Bienvenue au Pied de la Lettre, l'émission littéraire de l'humanité. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Michel Delaconté pour son dernier ouvrage, Cabale à la cour. Alors Jean-Michel Delaconté, vous êtes écrivain, vous êtes romancier, vous êtes, je le dis tout de suite, mais tout le monde l'aura senti, en tous les cas pour ceux qui ont lu ma chronique, vous êtes un écrivain extrêmement talentueux et un grand portraitiste selon moi, La Boétie, Montaigne, Bossuet, Saint-Simon, Racine et j'en passe. Vous êtes un ardent défenseur de la langue française. Comme je l'ai dit, je vous reçois aujourd'hui pour votre dernier livre, Cabale à la cour, qui est une sorte de thriller. on va voir tout ça. Mais d'abord, ma question rituelle, celle que je pose à tous mes invités. Comment ça va, la société, Jean-Michel Delaconté, en 2021, ce gros animal, comme se plaisait à la railler Nietzsche? Comment ça va, la société? Bah, déjà aujourd'hui, vous avouerez qu'elle se porte mal. Hein, elle a un peu de fièvre et beaucoup d'angoisse. Comment ne pas penser à tous ces gens qui, évidemment... moi, j'habite en province, vous voyez. J'arrive à Paris, je vois tous les bars fermés, les restaurants fermés. Ce côté un peu sinistre, comme ça. Ouais. Comment ne pas avoir de la douleur pour les gens qui se trouvent déjà dans cette société, enfin, dans cette situation. Sans parler naturellement, des choses banales que je peux dire, les EHPAD, tout ça, c'est déchirant, quoi. C'est un aspect de la société, c'est pas le seul. C'est pas heureusement. Heureusement, c'est ce qui nous vient directement, ce qui nous frappe tout de suite, quoi, qu'on arrive comme ça. Alors, il y a très peu de temps, l'année dernière ou celle d'avant, je vais d'ailleurs vérifier la date, c'est en 2018, vous écrivez Notre langue française. Parce que je disais en introduction, vous étiez un défenseur de la langue française. Alors dans cet essai qui s'appelait Notre langue française, vous la sentez, cette langue, vous la sentez en danger, en péril, qu'est-ce qui se passe? Je la sens en pauvreté. En pauvreté. En appauvrissement. Et ça a des conséquences qui sont lourdes, je trouve. D'abord parce que la langue, c'est le véhicule de communication premier. Donc, ça tisse le lien entre les citoyens. Une langue qui s'appauvrit, je pense que c'est un pays qui s'appauvrit intellectuellement, socialement, humainement. Il y a une vraie question, là, je pense. Voyez, on dit moins de choses avec cette nouvelle langue? Bien sûr, oui, on dit au moins de choses. L'effondrement de l'usage des mots. Les mots existent toujours dans le dictionnaire. J'entends des gens dire « Mais non, les mots, il y en a plein. » Non, c'est pas vrai. Dans le dictionnaire, il y en a plein, oui. Mais les gens, lorsqu'ils parlent, l'usage qu'ils font des mots est un choix pauvre, généralement. Il y a une vraie question, là. Je vais vous donner un autre exemple sur la langue qui me frappe. C'est à quoi je suis très sensible, moi. C'est l'art oratoire. Tiens, justement, on en parlera pour la pièce. Oui. L'art oratoire à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui. La langue, une langue forte, c'est important pour que le peuple se reconnaisse dans la langue de ses dirigeants. Aujourd'hui, c'est une langue... C'est des gestionnaires avec leur qualité, c'est pas la question. Mais ils ont une langue inexistante, sans chair. Eh bien, une langue sans chair, et je trouve que c'est ça qui nous guette, globalement. Hein, je ne parle même pas de la littérature. Mais une langue sans chair, je pense que c'est une forme de désincarnation de l'image que le peuple lui-même a de lui-même. Je trouve ça problématique. Alors vous, pour le coup, et on va en parler durant cette émission, vous, pour le coup, ça pétille de vocabulaire. Vous dites de la cour, vous dites qu'à la cour, notamment, on clabaude. J'ai noté, j'en prends un parmi. Et je disais, donc on va s'en rendre compte tout de suite, je disais que vous étiez un magnifique portraitiste. Et je voulais tout de suite, pour que nos téléspectateurs vous aient d'une certaine façon dans l'oreille, je voulais lire le portrait que vous faites de la duchesse d'Orléans, qui est la femme, donc la fille de l'une des filles de Louis XIV et la femme du duc d'Orléans. Vous écrivez ceci: si on la compare à Madame d'Argenton, sa maîtresse, la maîtresse du duc d'Orléans, son portrait la dessert cruellement, non
que son apparence physique soit désagréable en toutes ses parties, grande, un port majestueux, des cheveux châtains bien plantés, des yeux expressifs, une peau, des bras, des mains superbes, une poitrine avantageuse, une bouche bien décidée, des dents saines et régulières, quoique un peu trop longues. Mais, à côté de cela, un visage maflu, on parlait de vocabulaire, un nez qui tombe, des sourcils presque sans poils, pelés, réduits à 2 taches rosâtres, la tête toujours en train de branler comme celle d'une vieille femme, séquelle d'une petite vérole dans son enfance, avec un côté du corps plus bas que l'autre, d'où une démarche en déséquilibre. Voilà, je disais que vous étiez un magnifique portraitiste, et puis on vient, par cet extrait, de comprendre d'abord toute l'attention que vous portez à la langue et également au vocabulaire. Chez vous, il n'arrête pas de pétiller. Alors, venons-en à Cabale à la cour. C'est purement le fruit de votre imagination. Vous imaginez un dialogue entre Saint-Simon et le duc d'Orléans et vous leur prêtez vos propres mots. C'est une idée un peu folle. Comment c'est arrivé cette idée? Alors attendez, c'est pas complètement imaginaire. Non, les deux sont amis, on le sait. Alors, d'une part, les deux sont amis. Deuxièmement, il est de fait que Philippe d'Orléans s'est vu menacé d'une cabale. Enfin, oui. Il y a eu une cabale qu'on a montée contre lui. On va en parler. Et surtout, dans les mémoires de Saint-Simon, il y a un passage, un épisode assez long, où Saint-Simon raconte la tentative qu'il fait de sauver son ami de la cabale. Donc ça existe, ça. Absolument. Vous voyez? Ça dure quoi, 40-50 pages dans la Pléiade, dans les mémoires de Saint-Simon. Ce qui m'a arrêté, moi, pour ma part, dans ce passage, c'est l'art oratoire de Saint-Simon. Et je dis ça parce que, pour moi, c'était un défi, d'une façon, mais c'est quelque chose, de mon point de vue, d'extrêmement passionnant en littérature. Comment faire le langage de Napoléon On saute les siècles allègrement. Mais c'est la même grandeur. Ça, de Saint-Simon, c'est un langage difficile aujourd'hui. Il faut bien le dire, des phrases très longues, etc. Bon, merveilleux. Merveilleux. Mais il faut rentrer dedans. C'est un avocat extraordinaire, Saint-Simon. Et ça m'a sidéré lorsque j'ai lu ça, il y a quelques années, quoi, et je les ai relus, bien sûr. Et je me suis dit, mais ça, c'est une pièce de théâtre à monter. Mais il faut que ce soit audible aujourd'hui. Et donc, il y a, et c'est ça qui m'importe, comment faire en sorte que l'esprit de la langue, l'esprit du temps, de l'époque elle-même, soit traduit dans une langue d'aujourd'hui tout à fait moderne, et pourtant ça garde le même esprit. Et si vous me donnez un quart de seconde, j'ai découvert ça chez Bossuet. Parce qu'il m'a beaucoup influencé. Moi, je ne suis pas chrétien du tout, ni athée, je suis complètement athée, tout ça. Mais la littérature de Bossuet m'a bouleversé, j'ai fait un livre là-dessus, bon, un portrait de lui. Et il dit à propos de Saint-Paul, Bossuet, en tant que il fait des sermons, hein, il dit, mais comment, moi, vous connaissez la langue de Bossuet, extrêmement riche, géniale, très riche. Admirable. Et il dit, Saint-Paul, lorsqu'il s'exprime, c'est tout simple, il parle même pas bien grec. Comment est-ce que je peux, moi, prêtre, enfin, est-ce que je peux, prédicateur, comment est-ce que je peux traduire l'esprit de Saint-Paul? Et c'est ce que vous avez voulu faire avec Saint-Simon. C'est ce qu'il fait lui. C'est ce que fait le grand prédicateur. Moi, je ne suis pas un grand prédicateur. Mais Bossuet, avec sa façon pourtant extraordinairement élégante et riche et puissante, il traduit l'esprit de la simplicité de la parole de Saint-Paul. Et bien moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai simplifié d'une certaine façon la langue de Saint-Simon, mais pour essayer, dans toute la mesure de mes moyens, d'en conserver l'esprit. L'esprit. C'est ça que je trouve intéressant. Oui. C'est une transfusion d'esprit dans l'époque moderne. Absolument. Alors, plantons le décor. Nous sommes en 1710. Saint-Simon est retiré dans ses terres, à la Ferté-Vidame, dans sa propriété. Il revient à Paris. Il a, d'une certaine façon, un double motif. Le premier, c'est d'avoir une conversation avec le roi, puisqu'il pense que le roi, d'une façon ou d'une autre, lui en veut, parce qu'on fait courir sur lui des bruits. Or, comme c'est un homme d'une très grande probité, d'une très grande fidélité, il voudrait vraiment qu'il n'y ait aucun nuage entre lui et Louis XIV. Et puis, de l'autre côté, il a eu vent, on lui a dit qu'on menait un grand complot contre son ami le duc d'Orléans, lequel duc d'Orléans est marié avec la fille du roi, qui est elle-même une fille, une bâtarde, une fille de Madame de Montespan.
Mais ce duc d'Orléans, qui est un libertin, s'est entiché, enfin il est tombé très amoureux d'une dame et par conséquent il néglige sa femme dont je viens de lire le portrait que vous faites. Il néglige sa femme, ce qui fait qu'il est très mal vu par le roi, non seulement à cause de cette maîtresse d'abord, mais surtout parce qu'il se comporte très mal. C'est un grand débauché. Avant qu'on aille plus loin, qu'est-ce qu'un libertin? Mot, vous me le concéderez, on ne peut plus français, quasiment intraduisible. Est-ce qu'un libertin, c'est bien quelqu'un qui pense que la société ment sur les rapports entre les êtres humains? Ah, c'est une belle définition. Si vous voulez, il y a un double aspect. Premier, quoi. Libertin, c'est celui, en fait, qui est un esprit libre, c'est-à-dire un esprit fort, c'est-à-dire qui ne croit pas en Dieu, ou du moins qui est agnostique. Ça, c'est le premier sens. Qui concerne d'ailleurs le duc d'Orléans. Oui. Hein. Et puis le deuxième sens, c'est libertin, c'est-à-dire quasiment celui qui aime le plaisir. Voilà. Et donc, il y a une forme de désinvolture, mais de courage aussi à l'époque. C'est l'amour du corps. C'est non pas le dédain de l'esprit, mais c'est, je dirais, la récusation de l'âme sur le plan religieux. Et en même temps, c'est l'adulation du corps sur le plan des plaisirs. Moi, ça me convient assez bien. Oui, ça me va aussi. Ça me va aussi comme un grand, cette histoire. Mais, alors, le duc d'Orléans, c'est un très haut personnage. C'est un grand débauché. On veut tout lui faire supporter. On l'accuserait même... puisque, comme on le dit à la cour, ça bruisse, ça clabaude, comme vous l'écrivez, on l'accuserait même d'un complot contre le roi d'Espagne. Absolument. Bon, tout ça est faux. Oui, c'est faux. Bien sûr, il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot contre le roi d'Espagne. Le roi d'Espagne, il se trouve que c'est l'un des petits-fils de Louis XIV, sous le nom de Philippe V. Il est sur le trône du roi. On accuse... Alors, tout ça est un peu compliqué, mais on accuse en effet Philippe d'Orléans, qui a commandé les armées françaises en Catalogne au moment de la guerre de succession, vous voyez, dans les années, justement, 1700-1710, quoi, et il est accusé, lui, Philippe d'Orléans, c'est la rumeur. Il se trouve que Louis XIV a fait faire une enquête, et ça a été réglé, en fait, en vérité. Donc je pense que Saint-Simon grossit un peu l'affaire pour se mettre en valeur. Mais enfin, toujours est-il qu'il y a eu quand même une cabane. Madame de Maintenon, pour des raisons de clan, de lutte de clan, etc., était très hostile au neveu de Louis XIV, c'est-à-dire au duc d'Orléans. Elle était plutôt du côté du grand dauphin, c'est-à-dire le fils. Puis elle est très religieuse. Et elle est très religieuse, absolument. Et surtout, et bien plus encore, en fin de règne, puisque Louis XIV va mourir en 1715. Absolument. Vous situez cette histoire 5 ans plus tôt. Mais il y a un retour du religieux qui est très important. Et par conséquent, le duc d'Orléans est considéré comme un grand débauché. Mais oui, absolument. Il l'est d'ailleurs. Il l'est. C'est un coquin. Il passe son temps à picoler avec des ruffians. Il a sa maîtresse qu'il adore, effectivement, Madame d'Argenton. Et puis, ça n'empêche pas d'avoir des petites maîtresses aussi qui ça ne plairait pas du tout aujourd'hui, qui fait ramasser par ses laquais autour du palais royal. Et c'est un fêtard, quoi. Absolument, c'est un fêtard. Et en même temps, c'est un esthète, c'est un homme extrêmement intelligent. Très brillant. Très brillant, très cordial, très bonhomme, comme ça. C'est le fils de son père, monsieur, qui était le frère cadet de Louis XIV, et qui était lui aussi un jouisseur. C'est des personnages extrêmement intéressants. Extrêmement intéressants, y compris sur un plan politique. Mais tout à fait. C'est quelqu'un qui est tout à fait remarquable. Il ne faudrait pas le cantonner au rôle du débauché, pas du tout. Mais ce grand... Pardonnez-moi, je vous coupe. C'est le futur régent. C'est le futur régent, bien entendu. C'est ça qui est important. Bien entendu. Et Dieu sait que l'époque de la Régence a été également un grand moment. Mais alors, ce tout grand débauché qu'il est, le voilà très amoureux. Très amoureux d'une très jolie femme, Madame d'Argentan. Alors, quelle est-elle? C'est une femme, elle est jeune, elle a quoi? Elle a 25 ans, 28 ans peut-être à l'époque. Il est amoureux d'elle, il est en relation étroite, je dirais même plus que ça, intime avec elle depuis une dizaine d'années à peu près.
Il l'a vu au sortir de la messe, enfin c'est moi qui l'invente, mais ça revient au même. C'était une des jeunes filles qui accompagnait la mère du duc d'Orléans, qui était la princesse Palatine, une de ses filles d'honneur, comme on disait. Il la voit, une brune, très, très sensuelle, quoi. Et comme il a l'œil du libertin, l'œil très vif, il a remarqué qu'elle était tout à fait séduisante. Et il n'a pas eu de difficulté particulière à tomber amoureux d'elle, évidemment. Et c'est une jeune femme de bonne famille, sans plus. Et qui n'a pas de nom au départ. Elle n'a pas de nom. Voilà. C'est lui qui lui donne la terre d'Argenton. Hein, et par conséquent, le nom. Un enfant. Et un enfant. Voilà. Alors, et qui la couvre d'or. Voilà. Et d'amour. Sur la rencontre, oui, elle aime ça, hein, Laure, hein. Elle aime plutôt ça. Sur Madame d'Argenton, vous écrivez, Madame d'Argenton s'appelait encore, c'est le duc d'Orléans qui parle, hein, que vous faites parler évidemment. Madame d'Argenton s'appelait encore Mademoiselle de Série, elle était fille d'honneur auprès de la princesse Palatine, ma mère, je ne l'avais jamais vue. Et voilà qu'un matin, au Palais Royal, je la rencontre. En amour, la rencontre décide de tout, c'est un destin qui vous saisit au cœur. Je revenais d'une nuit de plaisir où je me revanchais de l'affreux mariage que le roi m'avait imposé. Hein, parce qu'il a beaucoup de mal à supporter sa femme qui sait qu'elle est une grande dame et qui le revendique. Elle ira même jusqu'à reprocher au duc d'Orléans, son mari, de n'être pas le fils d'un roi. Alors qu'elle est bâtarde elle-même. Alors qu'elle est bâtarde elle-même. Et c'est très marrant de voir, et là il y a une contradiction, enfin une contradiction, non oui, enfin bon, dans votre livre, c'est très marrant de voir Saint-Simon qui lui dit « mais laissez tomber, Madame d'Argenton, on va y venir, pour votre femme », parce que là, Saint-Simon se met à défendre d'une certaine façon une bâtarde, ce qu'il a toujours combattu. C'est vrai, vous avez raison. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai. Cela étant, d'abord parce qu'il pense que c'est le seul moyen de sauver son ami, oui, d'une part. Et c'est pas tellement contre les bâtardes qu'il se situe, lui. C'est contre les bâtards. Les bâtards. Parce que c'est une question de pouvoir politique. Absolument. Absolument. Alors que les femmes, en l'occurrence, ne représentaient pas une difficulté. On est d'accord. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il... Bon. Et puis peut-être aussi, d'ailleurs, Saint-Simon se dit... Il ne le dit pas dans son texte, on peut le supposer. Il va rencontrer juste après le roi Louis XIV, il lui a demandé audience pour la raison que vous avez dite. On peut se dire que s'il rabiboche le duc d'Orléans au bénéfice de sa femme, donc de la fille du roi, ça peut lui-même lui servir, à lui, Saint-Simon, dans sa requête, parce qu'il voudra avoir un appartement à Versailles. Oui, oui, absolument. C'est le fond. Le fond du problème est là. Oui, enfin, oui. En tout cas, de la demande d'audience, qui est géniale d'ailleurs. Oui, absolument. Par ailleurs, mais j'en parle pas, mais qui est très drôle. Mais alors, allons au fond du problème. Donc, Saint-Simon dit à sa femme, il faut absolument que j'ai une audience avec le roi. Madame de Saint-Simon est parée de toutes les vertus. Absolument. Je pense qu'elle les avait. C'est un catalogue de vertus. Tout à fait. Mais le duc aussi. Enfin, voilà, c'est l'inverse d'un débauché. Donc vous faites parler un homme d'une probité incroyable avec le plus grand des débauchés de l'époque. Et ça, c'est évidemment assez savoureux. Ils ont été élevés ensemble. Ils se connaissent depuis leur prime jeunesse. Ce sont vraiment deux magnifiques amis. Oui, oui, voilà. Tout à fait. Bon. Grande confiance réciproque. Grande confiance réciproque. Et Monsieur de Saint-Simon va donc demander par le truchement de son valet, etc., va demander audience au duc d'Orléans pour le prévenir de la cabale qu'on va mener contre lui. Le duc d'Orléans ne s'est aperçu de rien. Il a bien vu que le roi était fâché parce qu'un soir, il l'a reçu avec à son bras Madame d'Argenton, sa maîtresse. Le roi n'a pas beaucoup aimé cela parce qu'il est quand même, le duc d'Orléans, on le répète, mais est quand même marié avec sa fille. Mais bon, c'est un orage qui, selon lui, a été vite dissipé. Il ne se rend pas compte de ce qu'il attend et de la cabale qui pourrait, comme vous l'indiquez, lui coûter l'exil. Rien de moins que l'exil. Pour un grand personnage de l'État, c'est quand même absolument terrible. Et alors, voici posé d'une certaine façon le dialogue. Je veux quand même qu'on
voit, encore une fois, votre langue et qu'on voit les deux portraits que vous faites, et notamment celui de Philippe d'Orléans. Philippe d'Orléans mène une vie de libertin. C'est le fils unique de Feu Monsieur, frère cadet du roi, qui était un petit ventru brun et pommadé, aux souliers comme des échasses, constellé de rubans, de bijoux, plus volubile qu'une pie, gourmande à éclater, sodomite sentimentale, brave sous la mitraille et brillant chef d'armée, mais, défiance fraternelle oblige, au talent bridé par son aîné. Les cadets se transforment vite en rivaux. Sa mère, Élisabeth Charlotte de Bavière, princesse palatine, dite Madame, Liselotte pour les intimes, est une massive allemande au puissant caractère, avec une mine de grognard, franche comme le fil d'un sabre. Passionnée de spectacles et de chasse, tantôt en habit de cérémonie, tantôt en cavalière, elle se morfond à la cour qu'elle étrille dans des lettres expédiées en liasse à d'illustres correspondants à travers l'Europe, proches parents, tête couronnée, philosophe. Philippe d'Orléans possède toutes les qualités de monsieur, dont le talent pour commander les troupes, sauf que, à la différence de son père, il raffole des femmes, friand de petites danseuses de l'opéra et de fillettes glanées dans les rues, en plus de sa maîtresse en titre. Sa vie de débauche lui vaut des orages de critiques dont il n'a cure. Son rang, juge-t-il, le protège mieux qu'une cuirasse. De toute façon, il pense qu'il n'aura jamais aucune chance de monter sur le trône, ni de régenter le royaume. Là-dessus, il se trompe. Il ignore qu'en septembre 1715, à la mort de son oncle, auront disparu coup sur coup le grand dauphin, ses fils, le duc de Bourgogne et le duc de Berry, et que le seul héritier direct de Louis XIV, encore vivant, sera son arrière-petit-fils Louis XV, trop jeune pour régner, lequel d'ailleurs en 1710 n'est pas encore né. Passons au duc d'Orléans. Le duc d'Orléans sait, lui, qu'il veut écrire des mémoires. Il le sait depuis son adolescence, féru de ce genre d'ouvrages, de généalogie, de livres d'histoire, de tout ce qui touche à la politique. Mais il ne peut deviner qu'il se lancera un beau jour, 30 ans après cette année 1710, Saint-Simon, c'est ça. Saint-Simon, à l'insu de tout le monde, dans la rédaction du colossal compte-rendu qui englobera le règne de Louis le Grand et la Régence. Il mènera au galop l'entreprise, document maître rédigé en 10 ans, interrompu 6 mois par le décès de Madame de Saint-Simon, son épouse chérie, repris à fond, malgré le deuil, avant qu'on ne découvre le prodigieux manuscrit lors de l'inventaire de ses biens au lendemain de sa mort. Et quand le duc de Saint-Simon dit à sa femme « Je vais aller voir le duc d'Orléans, le prévenir de cette cabane », elle lui dit « Écoutez, mon ami, c'est pas très prudent ce que vous êtes en... » Et elle lui conseille plutôt de n'en rien faire. Mais lui tient tout de même à alerter son ami, à le mettre en garde contre ce qui pourrait lui arriver. Et là va débuter ce dialogue qui est tout à la fois une pièce de théâtre, comme vous le disiez, ça peut très bien être adapté. Ça devrait l'être normalement. Ça devrait l'être. Ça doit l'être normalement après le Covid. Vous avez, oui, tout à fait. Ah, c'est formidable. Enfin, c'est prévu maintenant. Et on connaîtrait les acteurs. L'un des deux, oui. Le metteur en scène, le producteur, oui. C'est un petit peu en pointillé. Enfin, théoriquement, oui, ça doit être le cas. D'accord. J'espère que ça pourra se faire. D'accord. Donc on plaide de toute façon pour un retour à la normale, et puis de voir ce texte si merveilleux. Alors, vous n'avez pas eu de problème comme ça. Vous dites, finalement, je vais faire parler le duc d'Orléans et Saint-Simon. Je m'en sens capable. Ouais. Ça, c'est quand même très, très étonnant. Oui, enfin, c'est ce que je disais sur la transfusion de l'esprit. C'est-à-dire il faut être totalement imprégné d'un texte. C'est pas du pastiche, du tout. Du tout. Ah non, c'est pas du tout du pastiche. C'est vraiment une... C'est pas une traduction, c'est une transfusion, vraiment, de la substance, donc... bref. Non, ça ne m'a pas inquiété, parce que c'est une certaine façon d'être très imprégné du texte, de le sentir, de l'aimer. Il faut l'aimer beaucoup. Hein. Beaucoup. Il faut l'aimer beaucoup. Et puis, finalement, je l'ai beaucoup travaillé quand même, hein, parce qu'il faut tomber... Par exemple... La dramaturgie du dialogue doit être respectée. Il faut que ce soit un peu passionnant, quoi. Je sais pas, c'est pas moi de dire que ça l'est, mais il faut que ça le soit. Ah, mais ça l'est. Hein, ça l'est. Il y a un rythme. Oui, c'est très important. Il y a un rythme. Et l'intérêt, c'est, par rapport à Saint-Simon, vous voyez, par exemple, dans le texte de Saint-Simon, il y a cet art oratoire extraordinaire, prodigieux. Le contrôle de la langue par Saint-Simon est absolument prodigieux. C'est un immense écrivain, l'un des plus grands, bien évidemment. Mais il fait des phrases très longues, généralement, compliquées. Oui, bon. Moi, dans le dialogue là, au contraire, il faut que ce soit vif. Oui, et c'est court. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est court. Et tout en respectant l'esprit.
C'est ça que je trouve passionnant. Alors, on va justement, on va montrer, je voudrais essayer de montrer à nos téléspectateurs cette vivacité du dialogue. Voilà, j'ai pris un extrait qui me paraît, voilà, prouver, le duc d'Orléans parle, prouver votre innocence me paraît facile. Saint-Simon, il n'y a aucune preuve à fournir. On me reproche non ce que je fais, mais ce que je suis. Pour ne rien vous cacher, j'espère m'en ouvrir prochainement à Sa Majesté. Je l'ai supplié de bien vouloir m'accorder la grâce d'une audience particulière. Orléans, bon, voilà le motif de votre présence ici. Il me plaît, je vais m'employer à vous satisfaire, comptez sur moi. Saint-Simon, monsieur, je ne suis pas venu rechercher votre aide. Le duc, étonné, à votre choix. Je vous l'accorderai avec joie, une audience particulière fichtre pour un homme qui n'est pas de ses familiers et qui ne remplit aucune charge à la cour. Il s'agit d'un privilège rarement consenti. Mais mon oncle, le roi, a pour vous de la considération. Il vous recevra, j'en suis convaincu, et je parierai volontiers ma perruque, mes chausses et mon pourpoint qu'il va vous absoudre. Saint-Simon, vous en jugez bien plaisamment. Personne ne peut se disculper de faute qu'il n'a pas commise. Rien n'est plus difficile à prouver que l'innocence. Écrivez-vous, c'est absolument remarquable. Le duc, si l'innocence était sans remède, vous seriez fort à plaindre. Mais je n'ai pas d'inquiétude. Pour plaider votre cause, à quel maître en éloquence recourir, sinon à vous-même? Saint-Simon, merci de cette louange, monsieur. Le duc, croyez-la parfaitement sincère. Saint-Simon, tant mieux, elle m'enhardit à vous parler. Le duc, vous enhardit. D'où ce besoin d'un tête-à-tête. J'ai une autre cause que la mienne à plaider, une cause beaucoup plus grave, beaucoup plus urgente. Oh, vous piquez ma curiosité, Saint-Simon. Abordez l'affaire m'embarrasse. Le duc, allons, pas de coquetterie. Cette cause me distraira de mon ennui. Car je crève d'ennui, moi, dans ce palais encrouté de tartuffes et de bigots. Saint-Simon, c'est la vôtre. Comment cela? C'est la mienne. Votre cause? Curieuse réponse. On m'a informé de votre situation. Une tempête se forme à votre insu. Vous déraisonnez de manière étrange, lui dit le duc. Je fuyais la cour. Vous, monsieur, elle vous fuit. Le duc, la cour me fuit, moi, Philippe d'Orléans, elle vous fuit, et vous-même la fuyez. Le duc, cette affirmation me désoblige. Je choisis mes séjours sans m'autoriser de personne. Saint-Simon, fuir n'est pas choisir. Voilà. Vous traduisez Saint-Simon en le ramassant encore davantage. C'est ça, exactement. Voilà. Mais pour lequel des deux personnages avez-vous le plus de tendresse? J'ai de l'admiration. Pour Saint-Simon? Et de la tendresse pour le duc? Voilà. Alors, de l'admiration, pourquoi? Pour sa probité, en d'autres termes, autre question. À qui, voilà, si vous aviez dû naître sous l'un des deux noms, lequel auriez-vous préféré? Vous préférez la vie n'allez pas me faire rire, vous préférez la vie du duc d'Orléans plutôt que celle du duc de Saint-Simon? Oui. Enfin, Saint-Simon, il a vécu beaucoup plus longtemps. Oui, d'accord. Oui, mais de manière beaucoup plus austère. Beaucoup plus austère. Oui, parce qu'il était quand même très frustré. C'est un homme frustré quand même, très large. C'est une tête. Saint-Simon, c'est une tête politique. Oui. Il adore la politique. C'est pour ça qu'il intervient aussi là. Et ensuite, sous le gouvernement, sous la Régence, il va avoir un rôle politique assez important, Saint-Simon. Je passe ça parce qu'on essaie de se perdre, mais très proche du duc de Bourgogne, qui était l'un des petits-fils de Louis XIV, qui était normalement l'héritier, etc. Voyons, c'est une tête politique, Saint-Simon. Et en fait, sauf pendant la Régence, il n'a pas été pris en considération, en vérité. Donc il était certainement un peu frustré. Oui. C'est pour ça qu'on dit de lui que c'est une langue de vipère. Oui, hein, c'est assez vrai, quand même. C'est assez vrai, oui. Les coups de patte de Saint-Simon sont terribles. C'est terrible. Ils sont terribles. C'est génial. C'est génial parce qu'il a une possession de la langue. Et notamment sur le fameux abbé Dubois, mais bien. Sur lequel il est extraordinaire. Absolument. Et contre Madame de Saint-Simon, contre Madame, non pas de Saint-Simon qu'il adore, mais de Maintenon, par exemple. Contre les bâtards. Contre les bâtards, il est absolument sanglant. Terrible. Il est sanglant. Il est sanglant. Lui d'Orléans, j'aurais préféré être lui, naturellement, parce que c'est un homme de plaisir. Mais, moi, je ne suis pas un débauché, mais j'aime le plaisir. Oui. Bon, Saint-Simon, ce n'est pas un homme de plaisir. Non. Il est assez gourmand, c'est pas du tout... Hein, oui, mais c'est un individu beaucoup plus austère. Ah, c'est un homme moral. C'est un homme moral. Comme je disais, d'une grande probité. Absolument. C'est un personnage tout à fait... Alors, ils sont tous les deux... Assez courageux, d'ailleurs. Absolument. Ce sont des personnages, évidemment, quand on les regarde aujourd'hui, qu'on parle de cette débauche, etc.,
etc., sont des personnages tout à fait exorbitants Absolument. pour nous. Mais c'est ce qui fait... ce sont des personnages qui, en plus, sont tout à fait de leur siècle. Aujourd'hui, c'est impensable. Il est évident que c'est impensable. Et on ne peut pas lire l'histoire à partir uniquement d'où nous sommes. On est obligé de reprendre les choses depuis le début, si j'ose dire. Et là, il y a... alors, sous votre plume, une manœuvre d'une certaine manière, par la langue de Saint-Simon. Comment va-t-il faire en sorte d'orienter d'une certaine façon le duc d'Orléans, si amoureux de Madame d'Argenton, pour lui dire, comment va-t-il s'y prendre pour lui dire, mais il faut laisser tomber votre maîtresse adorée. Comment va-t-il s'y prendre? C'est là que l'art de la persuasion intervient. D'ailleurs, je donne mon épigraphe au début, hein, je donne quelques lignes là, tirées de Saint-Simon, justement, qu'il écrit lui-même, où il dit il y a un danger quand même, c'est risqué hein, pour lui. Parce que c'est quand même le neveu du roi, c'est quand même des personnages très éminents. Très éminents. Même s'ils sont amis quand même. Il ne faut pas qu'ils se plantent. Hein. Oui. Il ne faut pas qu'ils se plantent. Et après tout, le duc d'Orléans pourrait mal le prendre. Bien sûr. Après tout, au départ... Quel est ce Saint-Simon qui vient me donner des conseils et qui me dit d'abandonner ma maîtresse? Voilà, absolument. Donc Saint-Simon, il y a toute une manœuvre qu'il doit observer. Saint-Simon, c'est un très grand psychologue. Il faut être d'ailleurs, le grand avocat le doit l'être, l'avocat général aussi doit l'être. Absolument. Hein. Il a cette qualité. Il a bien sûr une expertise, si je puis dire, un maniement prodigieux de la langue. Il la maîtrise d'une façon extraordinaire. Pour lui, tous ces gens-là sont extrêmement cultivés. Hein. Oui. On peine à imaginer les puits de culture qu'étaient ces gens. Mais bien sûr, absolument. Alors, je sais que le latin, aujourd'hui, n'est plus tellement à l'honneur dans notre enseignement, mais c'est dommage, parce que ce sont des gens qui sont pétris. Mais bien sûr, absolument. Ils sont pétris de ça. Et donc, l'art oratoire, il connaît, hein, ils ont étudié Cicéron, il y a tout ça qui les habite. Et lui, Saint-Simon en particulier, est un homme qui a vraiment un art oratoire extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il faut il est diplomate. C'est un grand diplomate. C'est un grand diplomate, oui. Il est diplomate avec. Alors donc, il est doux, puis il y va doucement, puis après, hop, il met un peu la tension, puis il revient en arrière, il le flatte, il le caresse, si je puis dire, pas physiquement. Oui, bien sûr. Il l'amadoue comme ça, l'autre se détend, il revient à la charge. Et puis il est dur. À la fin, il charge. Comme le duc continue à résister, parce qu'évidemment, il adore cette femme, il ne veut pas s'en séparer. Là, Saint-Simon met le paquet. Ouais. Et à un moment, il bourre, paf. Et c'est en cela que vous avez construit ce dialogue en menant une intrigue d'une certaine façon. Parce qu'on ne sait pas comment il va s'en sortir. Absolument. Donc, au début, il avance très, très lentement. Il ne sait pas d'ailleurs si, comme vous le disiez, si cette manœuvre ne va pas causer sa perte. Bien sûr, c'est ce que lui dit sa femme. Il n'y va pas, mon chéri. Enfin, tu vas quand même avoir toute la cour contre toi, puisque la cour est majoritairement contre le duc d'Orléans. Donc c'est te mettre dans une situation extrêmement délicate. Absolument. Et alors, le duc d'Orléans, qu'est-ce qui le fait céder? Pourquoi va-t-il quitter cette maîtresse, selon vous? Parce que Saint-Simon arrive à le persuader que son destin est en danger. Parce que l'exil dont parle Saint-Simon, dont il le menace en disant « Attention, il va être accusé de haute trahison. » C'est la menace, absolument. Cas, hein, le duc d'Orléans. Et Saint-Simon lui représente, il lui brosse le tableau sur le vif de ce que sera sa vie. Et il lui dit « Plus personne n'aura soin de vous, plus personne ne viendra vous voir, vous serez exilé aux confins du royaume, votre vie sera une ruine. » Alors, l'autre, malgré tout, résiste, tellement sa passion est forte. C'est la seule femme qu'il ait vraiment aimée, le duc d'Orléans, Madame d'Argenton. Donc, il résiste à mort, et puis, à force, il faut bien qu'il cède. Alors, le duc d'Orléans, à propos, je cite ce passage, parce que Saint-Simon va lui demander, comme on l'a compris, de quitter cette Madame d'Argenton et de se remettre dans le droit chemin pour retrouver les faveurs du roi. Et de la cour, enfin du roi d'abord, enfin de la cour d'abord et du roi ensuite. Et le duc d'Orléans dit cette chose: quand on a le bonheur d'adorer sa maîtresse et d'en être adoré, la chance de vivre au paradis d'un amour idéal,
c'est de la Comté qui oui, parle. c'est pas Saint-Simon, là. C'est de la Comté qui parle. Non, mais c'est le duc d'Orléans, mais c'est de la Comté qui parle. Quand on a le bonheur d'adorer sa maîtresse et d'en être adoré, la chance de vivre au paradis d'un amour idéal, on en cultive les fleurs, on en respire les parfums, on ne perd pas son temps à se courber sous les ronces de la cour, ni à s'écorcher de ses épines. C'est tout le travail du duc d'Orléans, c'est de lui dire « vous devez quitter le paradis ». C'est ce que dit Saint-Simon au duc. C'est ce que dit Saint-Simon c'est absolument au duc. Ça. Vous devez quitter le paradis. Vous devez quitter le paradis. Absolument. Vous devez quitter le paradis pour un enfer qui est un enfer plus light que celui dans lequel vous tomberez si vous ne quittez pas le paradis. Absolument. Voilà. Donc c'est l'enfer de vivre avec sa femme. C'est l'enfer de vivre avec sa femme. Parce que alors là, sur sa femme, il est terrible. Oui. Le duc d'Orléans, oui, il ne l'aime pas beaucoup. Non, mais il ne lui trouve absolument aucune qualité. Absolument. Et là où le dialogue est très intéressant, c'est que, a priori, le duc de Saint-Simon ne lui trouve pas non plus beaucoup de qualité. Mais là, il se fait d'une certaine façon l'avocat du diable. Absolument. Et là, l'expression prend tout son sel. C'est vraiment l'avocat du diable parce que il arrive à vanter quand même les qualités de la fille de Madame Absolument. de Montespan, de la duchesse d'Orléans. Il arrive quand même à lui trouver des qualités pour convaincre. Non, mais il dit au duc d'Orléans, écoutez, bon, ça va, elle n'est quand même pas aussi détestable que vous. Et il l'amène d'une certaine façon à récipiscence. Il lui dit, voilà, il faut revenir dans le droit chemin. Alors, historiquement, est-ce qu'on trouve dans les biographies du duc d'Orléans, est-ce qu'on trouve cet acharnement contre sa femme, non? Non, vous savez, il s'en fichait un petit peu de sa femme. Oui. Et puis bon, c'était assez conforme aux mœurs oui. de oui, il est marié de toute façon, il est marié sur ordre du roi. Mais tout à fait, voilà, absolument. Il est marié sur ordre du roi, donc on lui a dit... Simplement, il trouve qu'elle est, je crois que c'était le cas d'ailleurs, il trouve qu'elle est elle est pénible parce qu'elle a un orgueil nobiliaire. Oui. Et il ne supportait pas quand même très facilement qu'elle lui dise, toi, enfin il ne disait pas toi, elle disait vous, tu n'es pas vraiment fils de roi, alors qu'il est d'un sang réellement pur, si j'ose dire. Oui. Le d'Orléans, alors qu'elle-même, c'est une fille naturelle. Et donc, Philippe d'Orléans, enfin, il lui a fait quand même 8 enfants, donc elle devait lui plaire un peu quelque part. Elle devait lui plaire quand même. Oui, enfin bon, il n'était pas à sa près, je pense. Non, il n'était sans doute pas à sa près. Enfin, il a rempli son rôle, en tout cas. Oui, alors imagine-t-on, parce que dans votre livre, on découvre ces figures, on découvre la cour, mais on sent murmurer Paris. Avec le dieu. Imagine-t-on le Paris du duc d'Orléans? Qu'est-ce que c'était les jardins du Palais Royal? C'était un immense bordel. Oui, il y a quand même une grande pauvreté quand même. Surtout, vous voyez, l'hiver 1709 était abominable, terrible. Hein. Oui. La Seine gèle, etc. Bon, oui. c'est terrible. 1710, c'est-à-dire c'est le 1er janvier. Le 1er janvier. 1710. Oui. Normalement, c'est sur 3 jours chez Saint-Simon. Moi, je l'ai fait sur un jour pour un peu théâtre classique, hein, c'est-à-dire unité de lieu, de sujet et de temps. Et de temps. Ah, voyez donc, oui, bien sûr, c'est très vivant quand même autour du Palais Royal, mais en effet, c'est pas le luxe. Il y a tout, c'est la diversité extraordinaire, c'est la vie populaire dans ce qu'elle a souvent de dur et puis en même temps d'extrêmement vivant, vous voyez. Et le duc d'Orléans, de toute évidence, se plaît là-dedans. Parce qu'il y a quelque chose que j'aime bien chez lui, il n'a pas du tout d'orgueil nobiliaire. Oui, hein. Oui, absolument. C'est pour ça que ça en fait un personnage tout à fait attachant. Il est très attachant, ses soldats l'aimaient, l'admiraient. Oui. Vous voyez, un peu comme son père, monsieur, d'ailleurs, hein, ce petit bonhomme, là, ce demi sentimental, comme je dis. Absolument. Il était aimé, etc. C'est des hommes, c'est assez étrange. Oui. Il n'est pas tout d'une pièce. Il n'est pas du tout. Il y a quelque chose de simple. Oui. Mais Saint-Simon aussi. Oui. Saint-Simon. Mais Saint-Simon est plus d'une pièce, tout de même. Mais je veux dire, vous voyez, avec ces gens, son personnel, avec les gens de sa région, la Ferté-Vidame, vous voyez, hein, c'est dans l'heure. Aujourd'hui, c'est pas du tout un homme prétentieux, c'est pas du tout... Enfin, il est quand même assez fier d'être le duc de... Il est très fier d'être ce qu'il est. Oui, duc et pair de France. Hein. Tout à fait. Attention. Mais vis-à-vis des gens du peuple, il n'a pas de morgue. Oui. Et duc d'Orléans, je crois que c'est pareil. Oui, il en a beaucoup plus. Alors, les deux en ont beaucoup plus
contre la... Enfin, ils sont tous les deux quand même très lucides sur la cour et sur l'esprit de cour, sur ces clabaudages, je ne sais pas si on peut créer ce néologisme, mais pourquoi pas. Ils sont extrêmement critiques tous les deux sur la cour. Absolument. Et vous savez, il y a quelque chose que je n'ai pas souligné, mais dans la pièce, parce qu'on ne peut pas tout dire non plus, mais j'y songe dans notre discussion. Saint-Simon est une langue de vipère. On dit même qu'il est assez méchant. Oui. Il est partagé parce qu'en même temps, c'est un homme de passion mystique. Enfin, je veux dire, il a toutes les qualités et tous les défauts, si je puis dire. Bien. Le duc d'Orléans, lui, il a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il aime bien les gens. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a quelque chose qui sidère Saint-Simon à la mort de Monseigneur, c'est-à-dire le grand dauphin. Le grand dauphin, oui. Le grand dauphin qui déteste Philippe d'Orléans, le duc d'Orléans, parce qu'il envie ses capacités. Militaire notamment. Oui, parce que c'est un très bon militaire. Parce qu'il est très talentueux. Absolument. Et il se trouve que Saint-Simon lui dit enfin, monsieur le duc, Monseigneur vient de mourir et vous pleurez. Et l'autre lui dit, ils sont cousins avec Monseigneur, et il lui dit, en gros, je résume, je l'aimais bien. Alors que le Monseigneur faisait partie de la cabale. Oui. Et le duc d'Orléans, c'est un type qui est bonhomme, qui est débonnaire sous cet angle. C'est ça qui le rend attachant. Oui. Et ce sont... Il n'est pas méchant du tout. Ça n'est pas du tout un grand seigneur, de surcroît, ça n'est pas du tout un grand seigneur méprisé. Pas du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un, c'est un heureux, en plus un heureux caractère. Un homme aimant les plaisirs et s'y connaissant. Absolument. Bon, donc ça fait... Et là où je trouve que vous êtes très fort, c'est que vous prenez deux personnages diamétralement opposés. Absolument. Ce sont deux personnages... Et qui se retrouvent. Mais qui se retrouvent. C'est la synthèse. Et qui se retrouvent au nom d'une amitié enfantine. C'est-à-dire que ce qui les a soudés durant l'enfance, mais il n'y a pas... on trouvera, et on trouve dans les mémoires de Saint-Simon, puisque il faut quand même savoir que le duc d'Orléans s'est entouré, durant la régence, d'un personnage absolument détestable, qui est l'abbé Dubois. Son précepteur. Saint-Simon il avait toujours l'abbé Dubois après lui, et Saint-Simon détestait l'abbé Dubois, quand bien même, pour autant, l'amitié qui s'est nouée entre eux est plus forte que cela. C'est-à-dire qu'il tolère au duc d'Orléans ce qu'il n'aurait jamais toléré chez un autre. Absolument. Et ça tisse entre eux une complicité qui est inouïe. Oui, qui est inébranlable. Par exemple, le duc d'Orléans, je le dis très rapidement, était pour l'alliance de la France et de l'Angleterre, en tant que régent. Saint-Simon était pour l'alliance de la France et de l'Espagne. Ce n'était pas le choix, et de fait, le duc d'Orléans s'est rapproché de l'Angleterre. Mais il n'empêche qu'il a envoyé comme ministre plénipotentiaire, c'est-à-dire ambassadeur spécial, Saint-Simon en Espagne. Vous voyez, il l'a honoré comme ça. C'est... parce qu'il est par affection, parce que politiquement, c'était pas sa stratégie. Mais il le fait pour lui faire plaisir. Voyez, bon, puis aussi pour des raisons diplomatiques utiles, naturellement. Et donc, ce lien d'amitié entre les deux, ils se rencontrent assez rarement au moment où ils se voient de temps en temps. Mais il y a cette affection, cette confiance née dans l'enfance qui résiste à tout. Et c'est sans doute l'une des raisons, pas la seule peut-être, mais pour laquelle Saint-Simon décide, malgré les risques pour lui, de défendre le duc d'Orléans et de le prévenir de la cabale menée par Madame de Maintenon, par Monseigneur le Grand Dauphin et probablement par Louis XIV, avec l'aval de Louis XIV. C'est gonflé. Oui. Alors on dit que Madame de Maintenon a très mal pris une plaisanterie du duc d'Orléans, plaisanterie qu'elle n'a pas pris comme telle. Pouvez-vous nous dire de quelle plaisanterie il s'agit? C'est moi qu'on puisse dire. Il était le duc d'Orléans l'année précédente, donc en 1708-1709. Il se trouve comme commandant d'une des troupes françaises, enfin une partie en tout cas, à Saragosse et en Espagne, en tout cas. Et les combats sont durs. Les combats, c'est la guerre de succession d'Espagne, je passe les détails. Et un jour, avec ses officiers, ils font ripaille, absolument. Ils boivent, ils sont heureux, ils plaisantent, comme des soldats, quoi. Et lui, comme on a dit, il est simple. C'est un gaillard, Luc d'Orléans, puis il dit à un moment... Je bois à la santé du con-capitaine.
Le con capitaine, bah, c'est le con, c'est le sexe, quoi, du capitaine, c'est-à-dire de Madame de Maintenon, parce qu'il ajoute ensuite, et je bois à la santé du con lieutenant, parce que lieutenant, c'est le sexe de la princesse des Ursins, qui est la dame qui est l'envoyée spéciale de Madame de Maintenon à la cour d'Espagne, qu'elle régente. Vous voyez, bon, donc il se fout d'elle, quoi. Je bois à la santé du con capitaine, je bois à la santé du con lieutenant. Sauf que la princesse des Ursins, ça lui revient. Le quart d'heure suivant, elle envoie un cavalier, un émissaire à Madame de Maintenon à Versailles, qui apprend ça, qui s'en étrangle, et qui en veut à mort au neveu du roi. Voilà. Alors, à la mort de... Il y a l'autre versant également, puisque à la mort, enfin pas à la mort, mais 5 ans avant la mort de Louis XIV, la cour, et notamment c'est dû au règne, si j'ose dire, de Madame de Maintenon, mais la cour devient très religieuse. On a peur, le roi a peur de la mort, il a peur du jugement de Dieu, et à côté, on a un duc d'Orléans qui moque la religion, qui moque la morale, cette faiblesse de la cervelle, comme l'écrit Rimbaud. Donc, il y a d'un côté ce grand retour de l'austérité, du religieux, et puis de l'autre, ce personnage exorbitant. Là aussi, ça n'est pas au-delà de Madame, au-delà de ses maîtresses, au-delà de ses débordements, au-delà de son libertinage, enfin, plutôt au cœur de son libertinage, il y a cette critique de la religion et cette moquerie constante des mœurs. Alors là, tout à fait. Et là, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, on peut le prendre. Parce que Saint-Simon, il est du côté de l'ancienne cour. Oui. Il est côté de Louis XIII dans la mentalité. C'est ça. Hein? C'est pour ça que je absolument. Voilà. Lui est pieux. C'est pas la moraline, Saint-Simon. Non, mais il est pieux. Il a une conception très forte de ce que est la France, le royaume. Il a écrit d'ailleurs une lettre anonyme au roi pour dénoncer la misère, les guerres et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a le sentiment de sa patrie, si on dirait aujourd'hui. C'est l'ancienne France, mais du règne avant même de Louis XIV, si je puis dire, hein, une certaine imagination, une image de la France un peu idéalisée. Et de l'autre côté, vous avez le duc d'Orléans, c'est-à-dire le duc d'Orléans, c'est le début du XVIIIe siècle. C'est le début. Cette pièce, de ce point de vue-là, ce moment d'ailleurs, indépendamment. Mais le bon XVIIIe, c'est le début. Oui, c'est ça. C'est vrai pour le mobilier aussi. Mais oui, mais c'est voilà. Alors, oui, ça se place, c'est le point d'articulation entre deux mondes. Oui. C'est ça que traduit d'une certaine façon la pièce. Ça se termine en synthèse, parce que je pense aussi que l'histoire a toujours une forme de synthèse, mais ça on peut en discuter une autre fois. Vous voyez, hein, non, c'est vrai. Et donc on est à 5 ans avant la mort de XIV, le régime se durcit, etc. Mais dans le même temps, naît justement cette mentalité libertine au double sens du terme qu'on donnait, mais on pourrait employer un autre terme qui serait peut-être plus juste, la naissance, le surgissement philosophique du siècle des Lumières. Les Lumières sont en train de naître, fort bien représentées par le duc d'Orléans, et puis une certaine France, je ne dirais pas éternelle, mais les tréfonds du royaume, ça remonte à loin, hein, incarnés par Saint-Simon. Et ces deux mondes-là sont représentés par ces deux personnages, oui. Et ça, la synthèse se fait. Oui, la synthèse se fait là. Laquelle synthèse va se défaire à la fin du même XVIIIe siècle dans les conditions, absolument. Et ce sera la Révolution française. Vous dites que le duc d'Orléans est le parfait représentant du XVIIIe siècle. Voilà. Ce même XVIIIe siècle français, c'est presque idiot de dire français, puisque le XVIIIe et français par essence, si j'ose dire, c'est ce même XVIIIe siècle avec ce devenir en lumière, si j'ose dire, que Nietzsche lui-même comparait, il dit c'est comparable au miracle grec. Tout à fait. Et pour aller dans votre sens, lorsqu'on voit Nietzsche faire l'éloge des moralistes français... Et notamment de Chamfort.
et Saint-Simon. Derrière, La Bruyère, voilà. Évidemment. Voilà. Voyez, et ça, c'est votre terrain de jeu, quand même. Disons que c'est l'un de mes terrains de jeu. C'est l'un de vos terrains. Et il y en a d'autres, puisque vous avez Montaigne, la Boétie, oui, et puis d'autres Racine, types de textes, parce que j'aime pas être spécialiste de quoi que ce soit. Non, non, absolument. Vous êtes aussi romancier, on l'a dit. Il y a un essai sur la langue française, j'ai commencé par là. Donc vous êtes mais vous avez raison, je veux dire, il y a, disons que j'ai une affection particulière pour le 16e, 17e et 18e. Oui. J'aime bien le reste aussi. Oui, oui. C'est quand même... Et le 17e est intéressant, c'est un siècle très contrasté. Oui. Il y a une grande puissance, ça bouge beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le croit. Il y a quand même ces immenses orateurs, ces immenses manieurs de langue quand même. Oui. Bossuet, c'est extra. Vous savez, je vais vous dire un truc. Lorsque Bossuet n'est quasiment plus étudié en classe, mais c'est dingue, quoi. On n'a qu'à détruire Notre-Dame, c'est un peu du même genre. Oui. C'est un peu du même genre. Oui. Il y a ces monuments de langue, là, pas seulement lui. Hein. Monuments de langue, pour Bossuet. Bien sûr. Et c'est pas le seul. Absolument. Chateaubriand, c'est pareil. Est-ce qu'on l'étudie beaucoup? Absolument. Je ne peux pas terminer l'émission sans lire un petit peu des mémoires de Saint-Simon, puisque vous en parlez si bien. Voilà un extrait que vous mettez en exergue de ce livre. « Tandis que je mettais les fers au feu pour moi-même, je ne perdais point de vue la triste situation de monsieur le duc d'Orléans. Il était allé de Marly à Paris, ainsi je ne l'avais point vu, et, à Paris, je ne le voyais jamais. Frappé de la profondeur de sa chute, il ne se présenta à moi qu'un seul moyen de le relever, terrible à la vérité, et même dangereux à lui proposer vainement, très difficile à espérer de lui faire prendre, mais qui, tel qu'il était, ne fut pas capable de m'épouvanter. C'était de le séparer d'avec sa maîtresse pour ne la revoir jamais. » Ce qui est très impressionnant dans cet extrait, c'est l'usage de la ponctuation. On voit bien qu'il y a là une écriture chez Saint-Simon qui se fait à l'oreille. On aperçoit ici que c'est un très grand musicien. Et il y en a un autre qui s'appelle Jean-Michel de la Comté. Voici ce que vous écrivez. Château de Versailles, mercredi 1er janvier 1710. Bientôt 8 heures, les croisées laissent passer un jour laiteux. Vu de loin, l'imposante géométrie des façades découpe ses angles droits sur le fond du ciel. En arrière-plan, les ténèbres. Plusieurs appartements font fortement éclairer. Quand on s'approche, les plafonds peints resplendissent sous les énormes lustres. Ailleurs, les marbres, les statues restent dans l'ombre. Le lever de Louis XIV n'a pas encore eu lieu. Le rituel quotidien se déroulera à 8 heures précises quand Louis Bontemps, le premier valet de chambre, ouvrira les rideaux en velours cramoisi du lit à baldaquin qui dissimule le roi en chemise et bonne nuit. Alors il dira « Sire, voilà l'heure » et le théâtre commencera. C'est ainsi que vous commencez brillamment votre livre. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'espère que c'est communicatif, à recevoir Jean-Michel de la Comté pour cet ouvrage formidable qui s'appelle « Cabale à la cour ». Il faut suivre Jean-Michel de la Comté de près. Je n'ai jamais, cher ami, été déçu de l'un de vos livres. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Au pied de la lettre. Merci.